Bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux, trop nombreux, mais enfin, on va vous accepter quand même, pour cette conférence sur la réorganisation des activités spatiales. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'il y a derrière ce titre, mais je sens que ça vous passionne. Et ça nous passionne tous parce qu'en fait, l'actualité récente nous fait sentir qu'il va encore se passer des réorganisations dans les activités spatiales. C'est ce dont Xavier Pasco, directeur à la Fondation pour la recherche stratégique, grand spécialiste et grand observateur du spatial, et notamment du spatial américain, puisqu'il a vécu aux États-Unis, va vous raconter, à l'aune de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec un patron d'une entreprise privée qui est très proche du pouvoir maintenant, et qui ne cache pas ses ambitions. Je vous laisse en compagnie de Xavier Pasco. Eh bien, merci beaucoup, je suis très impressionné, effectivement, avec une salle pleine. Je suis ravi d'être là pour, un peu en marge de ces 3 journées consacrées à l'astronomie. On voit beaucoup de belles choses, de belles photos, etc., pour vous parler de manière, de choses peut-être un peu plus grises, on va dire, ou prosaïques. Et puis surtout, effectivement, comme le disait Philippe, de choses qui pourraient, alors notamment aux États-Unis, connaître encore de nouvelles évolutions, compte tenu de la situation qu'on connaît aujourd'hui après les élections, donc à partir de 2025 finalement. Alors ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment vous proposer une grille de lecture, en fait. La manière dont moi, j'essaye de manière simplifiée un petit peu d'observer l'activité spatiale aujourd'hui, qui est une activité protéiforme, avec de multiples acteurs. Et donc, j'essaye de trouver un petit peu des principes d'organisation de tout ça, avec beaucoup de points d'interrogation, évidemment, mais il y a quand même des tendances qui se dessinent. Et puis, effectivement, on a une activité politique qui se recompose aujourd'hui autour de ça. Et puis ça pose in fine, en arrière-plan de tout ce que je dirais, il y a évidemment et nous dans tout ça, quoi. Alors et nous la France, et nous l'Europe. Voilà. Alors, très très rapidement, ces petites diapos, vous verrez rien de très révolutionnaire dessus, c'est juste pour fixer un petit peu mon discours. Les constats de l'activité 2024, spatiale en 2024, c'est... il y a une vraie transformation des activités spatiales quand même, qu'on commence à voir arriver. Ça modifie la façon dont on se projette dans l'espace dans les prochaines années. Ça, c'est important. Il y a une espèce de mouvement général, à la fois dans les agences et chez les industriels, enfin chez certains industriels, et ceux dont que Philippe a évoqué récemment, tout de suite, il y a quelques secondes. On se projette différemment dans l'espace. L'espace, c'était d'abord un endroit où on faisait des incursions. Et ça reste toujours le cas. L'espace, c'est un milieu physique très contraignant. Et l'idée, c'était d'aller se déplacer dans l'espace en essayant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passait, mais de manière extrêmement contrainte. En gros, on tirait des traits dans l'espace, ça s'appelait des orbites. Et puis au bout de la chute, on retombait dans l'atmosphère et l'incursion était finie. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, au fil des grands projets qu'on voit se mettre en place, c'est l'idée qu'on va commencer à pouvoir se bouger un petit peu plus dans l'espace. On va pouvoir manœuvrer un peu plus. Et les anthropologues vous diraient que pour tout groupe humain dans un nouvel environnement, tant que vous allez d'un point A à un point B en omettant finalement de visiter ce qu'il y a entre le point A et le point B, vous ne vous appropriez pas votre environnement. Pour l'approprier, il faut que lorsque vous vous êtes déplacé, vous maillez un peu votre espace. Vous allez aller du village A au village B, puis vous allez prendre une petite route, parce que là, vous savez qu'il y a des champignons, et puis là, vous allez vous arrêter un petit peu auprès de la rivière, etc. Vous commencez à vous approprier l'espace. Dans l'espace, jusqu'à présent, et depuis Gagarine, on faisait ces fameuses incursions, on tirait des lignes, on faisait une sorte de trajet terre-to-terre, quoi. De terre à terre, si j'ose dire. Maintenant, on commence à voir des choses un peu différentes qui sont projetées pour les prochaines années, où on va s'y installer un peu plus. Alors, il y a le programme lunaire, j'y reviendrai, on dit on n'y va pas cette fois-ci pour faire un trajet et en revenir, on va pour s'installer, pour rester plus longtemps, etc., etc. Et finalement, tout ça, avec les technologies qui évoluent, on va parler de mobilité, de beaucoup plus grande mobilité en orbite, on va parler de réapprovisionnement en orbite, on va parler de servicing, alors donc de service, on va aller ravitailler des satellites, travailler éventuellement dessus, on va faire des points relais, on va faire des stations lunaires, etc. On commence à mailler
On va mettre de l'IA sur tout ça. Donc on va vouloir de la mobilité, de l'automaticité dans la mobilité, etc. Donc on s'y projette un peu différemment. Et ça, c'est très important. Il faut garder ça en tête parce que culturellement, sans doute, on est en train de, anthropologiquement, changer notre relation à l'espace. Insidieusement, je dirais, très progressivement, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est lié à la technologie et c'est lié au discours qu'il y a sur cette technologie. J'y reviendrai. Alors évidemment, tout ça qui est en train de se produire depuis quelques années et qui va sans doute s'amplifier dans les années qui viennent, ça a un impact sur l'industrie spatiale. Et c'est vrai que l'adaptation de l'industrie spatiale et de ses filières est devenue une préoccupation majeure, que ce soit pour le secteur manufacturier, les lanceurs, les filières de satellites, que ce soit pour le secteur des services et des applications. Vous savez que donc on parle de plus en plus de la donnée désormais, bon voilà, du réseau, etc., télécommunications, numérisation. Et ça a un impact notamment en Europe. Et vous avez pu voir récemment que deux des grands manufacturiers européens, et notamment français avec une grosse composante nationale, sont en train de repenser leur structure en termes de main-d'œuvre, etc., etc. Et puis, il y a 3 domaines pour moi qui illustrent particulièrement ces transformations, qui sont les domaines actifs. Je focalise délibérément et de manière un peu caricaturale sur 2024. En 2024, quand vous défocalisez, il y a 3 domaines qui sont vraiment actifs. Il y a le LEO, l'orbite basse. Donc l'orbite basse, c'est vraiment l'un des domaines les plus actifs. Vous savez pourquoi? Notamment parce qu'il y a une société SpaceX donc, qui lance quasiment tous les quelques jours des satellites nouveaux. Les Chinois aussi s'y mettent. Voilà. Et donc on a une grosse activité avec des conséquences multiples. J'y reviendrai. Donc c'est Starlink, etc. Et même en Europe, aujourd'hui, on pense au programme Iris-Carré, donc Iris-2, Iris-Carré, qui va être la commission un peu européenne. Alors notamment Thierry Breton avait lancé ce projet d'avoir pour l'Union européenne accès à une constellation qui soit souveraine et qui ne dépende pas, qui fasse en sorte que l'Union européenne ne dépende pas pour ses télécommunications des satellites, Starlink ou d'autres types de constellations. Donc ça, c'est important. Ça donne lieu à beaucoup d'activités aujourd'hui, beaucoup de spéculations, pas mal d'investissements privés. Ça, c'est assez nouveau. L'espace, c'était, et ça reste, mais c'était d'abord de l'argent public. Ça reste beaucoup d'argent public qui circule. Évidemment, l'investissement privé va là où il y a de l'argent public. Il y a de l'argent public qui soutient ça, donc l'argent privé, voilà, aussi. Deuxième domaine où vraiment on bouge beaucoup aujourd'hui, c'est l'exploration habitée, avec un changement du barycentre, je dirais, de l'activité dans ce domaine, qui passe de l'orbite basse à la Lune, ou comme des Américains, au cislunaire, donc à l'espace entre la Terre et la Lune. Alors ça, c'est un retour à l'avant-scène. On a déjà connu le programme Apollo, etc., l'atterrissage de l'homme sur la Lune, tout ça. Mais là, on s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus, justement, a priori, faite pour s'y installer, durer, etc., créer beaucoup d'infrastructures en orbite, sur des orbites un peu particulières, et avoir finalement une activité logistique, parce que pour faire tout ça, ça supposera beaucoup de logistique. Et ça intéresse énormément les industriels qu'on a déjà cités tout à l'heure. Ces industriels-là, ce sont d'abord des logisticiens. Les États-Unis, les Américains sont des logisticiens. Ça, on le sait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, vraiment, ils sont exactement dans leur genre de beauté, si j'ose dire. Penser la logistique, penser le transport, penser toutes les activités de soutien à tout ça. Et c'est pour ça que pour les Américains aujourd'hui, sans doute, ce qui est plus important que la surface de la Lune, c'est vraiment cet espace cislunaire. Parce que tout ça, ça va conduire à développer énormément de nouvelles technologies. Et on est sans doute là sur un programme qui s'apparente pas mal à un autre programme qui avait eu lieu il y a une trentaine d'années, enfin qui avait été lancé par le président Reagan à l'époque, qui n'était pas du tout un programme civil, c'était le programme militaire d'initiative de défense stratégique, de guerre des étoiles. Vous vous en rappelez peut-être pour ceux d'entre vous les plus anciens d'entre vous, la guerre des étoiles, c'était cette fameuse promesse faite par Reagan dans les années 80 de protéger les États-Unis contre toute attaque de missiles soviétiques, etc. Alors évidemment, on savait d'un point de vue physique déjà à l'époque, d'un point de vue technologique, que c'était un objectif assez, évidemment, très au-delà des réalités. Mais en fait, on s'est aperçu très vite,
et ça a duré après quelques décennies, que l'essentiel, la conséquence principale de cette annonce, c'était de nourrir l'industrie avec énormément de fonds pour développer des programmes de recherche et développement sur un ensemble de technologies, qu'elles soient spatiales, qu'elles soient liées à l'information et aux technologies de l'information. Et d'une certaine manière, on peut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, dans les startups, dans le traitement de la donnée, la numérisation du monde, et notamment la numérisation de l'espace, c'est un peu le sous-produit de cette activité qui avait été surfinancée 30 ans auparavant. Alors on peut avoir un peu l'impression, compte tenu de ce qu'on voit arriver, des quelques entreprises qui sont en train de regarder ça, que toutes choses égales par ailleurs, ce programme lunaire, il aura aussi cet effet en tout cas, de booster singulièrement la R&D américaine, avec des conséquences bien au-delà et bien à part de cette seule exploration lunaire. Donc il faut garder ça aussi en tête. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on voit beaucoup bouger aujourd'hui, où il y a beaucoup de tensions. Il y a une tension qui s'accroît dans le spatial en ce moment, c'est le domaine militaire, avec une nouveauté finalement. La nouveauté, c'est que désormais, vous savez, l'espace, c'était pour les militaires, jusqu'à assez récemment, c'était d'abord une sorte de point haut, si vous voulez, qui servait à terre. C'est-à-dire que on essayait d'observer l'adversaire, on essayait de communiquer avec ses troupes, avec ses systèmes, et c'était de toute façon surtout de l'observation stratégique. On regardait les silos de missiles de l'adversaire, etc. Et puis, fin de la guerre froide, l'Union soviétique s'effondre, et il y a eu un dilemme pour les deux puissances à l'époque, c'était de reconvertir tout ce qu'ils avaient développé dans ce domaine de la guerre froide dans quelque chose qui fasse sens, si vous voulez, d'un point de vue politique, stratégique, dans le contexte d'après-guerre froide. Et aux États-Unis, comme en Union soviétique, il y a ce qu'on appelle le problème de la reconversion. Il fallait reconvertir les industries, reconvertir les technologies, etc. Alors ça a pu donner des choses un peu bizarres. En Union soviétique, vous aviez des anciennes usines d'armement qui faisaient des landaux en titane, quoi. Enfin, il fallait vraiment trouver des choses à faire. Aux États-Unis, c'est notamment sous l'administration Clinton que ça s'est passé, il y a eu cette idée qu'en fait, il fallait rapprocher le spatial du monde de l'information, de ces investissements qui avaient été faits, et notamment à l'occasion de l'IDS, donc de l'initiative de défense stratégique, dans tous ces domaines-là. Ça va donner, je vais très vite là-dessus parce qu'on pourrait vraiment en parler des heures, mais ça va donner ce qu'on appelle la révolution dans les affaires militaires. Il y avait l'idée qu'il fallait, en fait, les Américains parlaient, il fallait que du détecteur à celui qui utilise, il y ait moins de temps possible. Il fallait que les États-Unis aient un rythme de combat, si vous voulez, qui soit supérieur, plus rapide que celui de l'adversaire. Donc il fallait fermer les boucles, raccourcir les boucles. Et l'espace était pris là-dedans. Et donc cette révolution des affaires militaires, alors là aussi qui était une espèce qui était un peu surexagérée, etc., ça va donner aussi l'occasion de continuer à financer tous ces programmes, si vous voulez. Et on va être dans une espèce de course en avant du point de vue militaire très très forte. Et le point, c'était qu'il fallait adapter le spatial au combat conventionnel. C'est-à-dire que désormais, le spatial ne serait plus seulement utilisé pour gérer la relation nucléaire, parce que c'était ça le spatial à l'origine. On regardait, on surveillait les missiles de l'adversaire, et on faisait reposer la dissuasion dessus. C'est-à-dire qu'on disait, on sera capable de voir si tu m'attaques, et si tu m'attaques, je serai attaqué, mais toi, tu le seras aussi, etc. C'est ce qu'on appelait la dissuasion mutuelle assurée. Et ça, l'espace avait vraiment son rôle là-dedans. C'était une sorte d'assurance-vie. Et les deux puissances, finalement, s'équilibraient là-dedans. Et n'avaient aucun intérêt à détruire les satellites de l'autre parce que ça enclencherait quelque chose. À partir du moment où on sort de ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on a toujours ce schéma-là, mais on va dans autre chose. En plus, c'est-à-dire ce que les Américains appellent les conflits régionaux majeurs. Le premier, ce sera la guerre d'Irak, au début des années 90, eh bien là, il faut que l'espace serve à plus que ça. Il faut que l'espace, ça serve aux combattants, que ça puisse suivre un pick-up, des cibles mobiles, etc. Et à partir de là, il va y avoir un investissement, mais considérable, aux États-Unis pour refaire tous les programmes. C'est-à-dire refaire les programmes d'alerte, par exemple, capacité avec de l'infrarouge à détecter jusqu'à des tirs de tank, par exemple. Alors ça, c'était très compliqué. Capacité d'observer et de suivre des pick-up ou des choses mobiles, etc. Ce n'était pas du tout ce qu'on avait assigné aux satellites avant, qui regardaient des cibles fixes, des silos, etc. Et pour les télécommunications, c'est pareil. Il fallait des télécommunications extrêmement pointues, extrêmement ciblées, pour des forces spéciales, imbrouillables, avec une empreinte limitée géographiquement, etc. Donc on monte en fréquence. Donc on monte tous les critères, si vous voulez, tous les curseurs de la technologie. Et là, on va vraiment avoir, pendant les années 90-2000, une dépense extraordinaire qu'on trouve nulle part ailleurs. Ni en Chine, ni en Russie, etc. Et ni en Europe, évidemment.
Donc tout ça, ça va donner ce truc-là. Mais petit corollaire à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez le spatial dans vos opérations militaires, vous en faites une cible. Et ça, c'était nouveau. On sortait un peu de l'espace sanctuaire, alors il n'était pas si sanctuaire que ça, il y avait eu des tests anti-satellites, mais ça n'avait pas donné lieu à une course aux armements. Là, on sort de ça et on dit, eh bien maintenant, les satellites font partie du dispositif de défense, et donc ce sont des cibles, ce sont des points de vulnérabilité, etc. Et là, on commence à voir, 2007 par exemple, la Chine fait un essai anti-satellite en janvier 2007, le 11 janvier 2007, qui relance un petit peu la course aux armements dans l'espace. Et puis il y aura février 2008, les États-Unis répondent, alors ils disent que non, ils disent que c'est parce que c'était un satellite un peu dangereux qu'il fallait, mais c'était une manière de passer le message évidemment. Ils cassent, donc les Chinois avaient détruit un de leurs satellites, démontré qu'ils étaient capables de le faire à 800 km, énormément de débris, enfin pas mal de débris, sur une orbite en plus ultra stable, très très utilisée par l'observation de la Terre, quoi. Et donc faire des débris à ces endroits-là, ce sont des débris qui ne rentrent pas dans l'atmosphère pendant longtemps, pendant des années, et qui mettent en péril tous les satellites qui, évidemment, utilisent ces altitudes-là. Les Américains répondent en 2008. Eux, ils répondent à 200 km en disant « Nous, on fait attention que ce soit propre, etc. » Mais ils répondent avec un missile qui était basé sur un navire. Ils détruisent un de leurs satellites, qui était supposément dangereux à la rentrée. Et effectivement, les débris sont revenus pas mal. Quelques mois après, il n'y avait plus de débris, parce qu'ils étaient répertoriés. Ils avaient tous brûlé dans l'atmosphère. 200 km, c'est beaucoup plus bas. Ça tombe en quelques mois. Et puis, 2019, l'Inde fait son premier test. Pareil, 200 et quelques kilomètres. Elle tire en 2019, là aussi pour cocher la case, pour dire maintenant il va falloir compter avec moi. Et novembre 2021, la Russie fait la même chose. Donc on a relancé, là on est vraiment dans une espèce de nouvelle dynamique, quoi. Et donc ça veut dire quoi pour les militaires? C'est que désormais, leurs satellites, leurs moyens, sont vulnérables et sont des cibles. Donc il faut se protéger. Donc se protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'agir dans l'espace. 2019, c'est pour la France, par exemple, la publication d'un truc qu'on appelle la stratégie spatiale de défense, donc qui est, dont vous avez peut-être entendu parler, avec la création d'un commandement de l'espace. Vous savez qu'en France, désormais, on a un commandement de l'espace. Et la particularité de tout ça, indépendamment des différents points qui sont soulignés dans cette stratégie, c'est que la France, désormais, dit se réserver le droit d'agir dans l'espace. Parce qu'elle a une notion qui s'appelle la défense active, en fait, qui intrigue un peu pas mal de gens. Mais il y a cette idée que on ne laissera pas impunis ou sans protection certains satellites qui nous sont précieux. Alors, par exemple, on pense aux satellites Syracuse, qui sont les satellites de télécommunications militaires. Donc ça, qu'est-ce que ça implique de nouveau par rapport aux périodes passées? C'est que désormais, en gros, les institutions militaires du monde entier se projettent dans une situation où elles pourraient devoir agir d'espace à espace. Alors ça, c'est totalement nouveau. Donc, vous avez tout un tas d'expérimentations qui sont faites, que ce soit avec des armes dites à énergie cinétique, mais ça, les militaires veulent éviter parce que ça pollue, ça crée des débris. Alors, de plus en plus, on parle d'armes à énergie dirigée, ça va être des lasers, ça va être des micro-ondes à forte puissance, et de plus en plus aussi, on parle d'attaques cyber, qui sont sans doute les menaces qui sont les plus redoutées aujourd'hui parce que les plus plausibles. Et donc ces systèmes-là, aujourd'hui, font l'objet vraiment de protections particulières du point de vue cyber, ce qui est très compliqué parce que, en même temps, les militaires, de plus en plus, pour se protéger, pensent fragmentation. Il faut se fragmenter. Donc en fait, aujourd'hui, il ne faut plus être la cible désignée avec une flèche. Si vous voulez me faire mal, c'est là qu'il faut taper. Il faut se diluer dans des constellations de plusieurs milliers de satellites. Il faut pouvoir avoir ses propres satellites, mais aussi éventuellement acheter des services au secteur commercial, etc. Et donc vous avez toute une réflexion aujourd'hui dans le monde militaire spatial où il faut se diluer finalement. Mais le problème de la dilution, c'est que vous allez avoir recours à des systèmes qui ne sont pas nécessairement des systèmes qui, eux, sont protégés à la hauteur, si vous voulez, de la nécessité du besoin de protection militaire. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement, des composants, tout ça. Donc tout ça relance aujourd'hui toute une activité, je dirais, de réflexion, de protection au sujet de nouvelles vulnérabilités qu'induisent, si vous voulez, ce besoin de se fragmenter, de se diluer. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui,
devient un sujet de préoccupation, mais il n'empêche que le domaine militaire, pour cette raison-là, devient sans doute le troisième domaine le plus actif. Vous avez peut-être entendu parler récemment de l'annonce du programme Toutatis, par le commandement de l'espace précisément, qui avait être un programme en orbite basse, d'expérimentation et de suivi d'un satellite cible par un autre satellite, avec des illuminations laser, etc. etc. Donc ça, c'est aussi une forme d'affirmation un petit peu de la réalité d'une activité dans ce domaine. Donc on voit bien que sur ces sujets-là, ça se tend beaucoup. Alors ça se tend d'autant plus que dans l'espace, tout le monde est interdépendant. C'est-à-dire que s'il y a un acteur qui se comporte de manière catastrophique, tout le monde en paie le prix, y compris d'ailleurs l'acteur concerné lui-même. Et on peut à terme imaginer que l'espace pourrait être quasiment inutilisable sur certaines orbites. Donc aujourd'hui, il y a des discussions qui existent au niveau international, alors ça se fait au niveau des Nations Unies, depuis à peu près 2008, sur la coexistence pacifique dans l'espace, sur le fait qu'il va falloir agir un peu de manière responsable collectivement. Parce que c'est bien beau de vouloir se protéger, mais si tout le monde veut se protéger en créant des problèmes, personne va se protéger au bout du compte, quoi. Et ces discussions sont bloquées aujourd'hui, depuis 2008 en fait, pour différentes raisons. D'un côté, il y a des propositions de traités. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un traité principal qui régit la vie spatiale. C'est le traité du 27 janvier 1967, qui est le traité sur les activités pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Mais c'est un traité qui édicte des grands principes, mais ne va pas dans le détail. Et là, la difficulté, c'est que depuis 1967, on fait des choses beaucoup plus précises qu'avant. Et il y a beaucoup de flou artistique par rapport au traité. C'est-à-dire que d'aucuns pensent que c'est conforme au traité, d'autres disent non, le traité l'exclut. Et il n'y a pas de réponse floue. Donc, vous avez des pays comme la Russie et la Chine, par exemple, qui, depuis à peu près 2008, demandent à ce qu'existe un traité d'interdiction de placement d'armes en orbite ou d'exercice d'une menace en orbite. Alors, la difficulté pour les discussions sur ce traité-là, d'abord, aujourd'hui, on voit bien que les traités, ce n'est pas quelque chose donc, qui sont juridiquement engageants, qui impliquent des discussions politiques internes très fortes. Ce n'est pas ce qui est préféré. Aujourd'hui, on est plus sur des accords, des choses comme ça. Et puis, il y a deux points qui sont soulevés souvent alors, par l'autre camp, on va dire. C'est le camp États-Unis, Europe et puis un certain nombre d'autres pays, qui consiste à dire, d'abord, on ne sait pas trop ce qu'est une arme en orbite, en fait. Parce qu'un satellite, et on va en avoir des milliers, voire des dizaines de milliers, ça peut, par destination, en devenir une, sans qu'on ait, de manière factuelle, la représentation de ce satellite comme étant une arme. Donc, comment on juge, en fait, d'un accident ou d'une attaque, par exemple. Et ça, c'est très compliqué, évidemment, à distinguer. Et puis, il y a l'aspect vérification. Vous savez qu'un traité, il faut toujours le vérifier. Et aujourd'hui, il y a peu de moyens, en réalité, pour vérifier que les parties au traité appliquent les termes du traité. Alors ça, c'est vrai pour le nucléaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des traités pour réguler un peu la vie dans le domaine de l'armement nucléaire, mais sur le spatial, c'est quelque chose. Alors, la contre-proposition, on va dire, depuis des années, qui a été faite par l'Europe d'abord, les États-Unis ensuite, l'Europe a proposé un code de conduite dans les années 2010 à peu près. Un code de conduite en disant non, il ne faut pas un traité. Ce qu'il faut, c'est une espèce d'accord général pour se comporter selon un certain nombre de règles. Alors les Chinois et les Russes ne veulent pas de ça, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas légalement engageant. Ça n'a pas de force de loi. C'est du droit mou, ce n'est pas du droit dur. Donc ça, c'est un très très fort. Et l'Europe n'a pas bien su défendre ce projet, tant et si bien qu'en 2013, ce projet a été rejeté aux Nations Unies. Et donc ça a un peu bloqué un peu les discussions. Et puis ces dernières années, depuis 2020 à peu près, on reparle de ces deux positions. Et on essaye de les réconcilier. C'est-à-dire que le camp occidental, on va dire, dit il faut quand même qu'on s'interroge sur ce que sont des comportements responsables dans l'espace. Et le camp russo-chinois dit oui, mais il faut que ces discussions elles aboutissent au bout du compte à un traité. Et donc aujourd'hui, là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des projets de reprise de discussion, y compris dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, ce qui montre quand même l'état de tension quelque part, pour dire, eh bien, on accepte chacun les termes de l'autre. C'est-à-dire qu'on va parler de comportement responsable, on va parler de choses pratiques,
Et on ne s'interdit pas, on ne ferme pas la porte à ce que ça devienne quelque chose qui soit plus encadré juridiquement. Et de l'autre côté, on dit, nous, ce qu'on veut, c'est un traité, mais on peut entendre le fait qu'on commence à en parler par ce biais-là. Donc on est là-dedans, ça marche très très difficilement, pour tout dire. Alors, la situation ukrainienne, etc., a évidemment quand même beaucoup pesé sur cette dynamique-là, mais on a ce point qui est quand même un petit peu... Il y a encore une petite flamme, on va dire, d'espoir là. Ok, alors, si on prend ces trois domaines, si on revient au spatial, j'ai fait un petit détour par chose un peu plus diplomatique et stratégique, il y a des traits communs à ces trois domaines. Et un premier trait commun, c'est qu'on voit dans tous ces domaines se développer une vision logistique. Ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ce qui est frappant dans la manière dont se réorganise tout ça. On va vers une nouvelle façon d'occuper l'espace, je vous en ai parlé, on parle d'une prolifération des objets orbitaux, on va aller vers des dizaines de milliers d'objets qu'il va falloir gérer. Il y en a qui vont tomber en panne, il va falloir les ramener à terre, enfin voilà, il va falloir gérer beaucoup de choses, donc avoir des programmes qui vont soutenir ces programmes-là. On a de la propulsion électrique de plus en plus, il va falloir gérer tout ça, c'est des choses qui sont finalement assez peu énergétiques, mais qui vont exiger des systèmes de surveillance de l'espace, par exemple, qui vont être de plus en plus précis. On va faire je vous ai dit, alors je prends les termes anglais, servicing, refueling, fabrication 3D, on va mettre de plus en plus d'IA. Ces systèmes-là, qui vont être composés de milliers, voire dizaines de milliers de petits objets, vont se coordonner entre eux par de l'IA. Donc il va falloir acquérir beaucoup de données. Donc on voit ça en ce moment se mettre en place. Alors typiquement, Musk, c'est ce qu'il fait, donc SpaceX, avec sa constellation Starlink. Aujourd'hui, la constellation Starlink, elle a un peu ce système d'autogestion anti-collision. Il faut éviter de se rentrer dedans. Et donc, les satellites, aujourd'hui, sont équipés de systèmes qui leur permettent de pré-planifier des manœuvres, éventuellement un petit peu supervisées, mais on voit bien qu'on va un petit peu vers ça. Et donc, en fait, on banalise un peu l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, l'espace, on le tire vers la Terre, quoi. C'est un réseau parmi d'autres. Et la numérisation du monde, du spatial dont je vous parlais des années 90, il a aussi cet effet-là. Il a banalisé un peu l'espace. Et ça a des effets un peu importants à la fois sur l'industrie, sur la communauté, même culturellement. C'est quelque chose qui est un peu violent, en fait, en réalité. C'est un peu violent. Et donc, les Américains, ils parlent de commodity, donc d'infrastructures comme l'adduction d'eau, l'électricité, la fibre dans la rue. Pour eux, c'est pareil. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est vrai pour le LEO, gestion des méga-constellations, déploiement, remplacement de fin de vie, etc. Donc, on veut des performances, etc. Donc, il va falloir faire de la logistique, en quelque sorte, aussi. C'est vrai pour l'exploration. Et là, on voit la mise en place prévisible d'une chaîne logistique cislunaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vouloir avoir des vaisseaux qui ont beaucoup de capacités de delta V, de manœuvres, d'emport, etc. Et pour s'adapter aussi à des situations, etc. Donc là, vous voyez, on commence à avoir... Alors, vous avez, par exemple, l'Agence spatiale européenne qui est en train de se lancer, qui finance des programmes de cargo, qui seront des véhicules qui ont une vocation à être des soutiens logistiques, en fait. Des camions qui ont une grande capacité de manœuvre, qui peuvent tout aussi bien, et c'est le but avoué, enfin officiel, des appels d'offres d'aujourd'hui, c'est pour aller desservir la station spatiale qui existe. Mais vous savez que cette station, elle va cesser son existence à peu près en 2030. Et ce qui est plus implicite, un peu entre les lignes, c'est de ce véhicule-là, quand la station n'existera plus, il y en aura peut-être d'autres, des privés, etc., mais ça, on en reparlera, mais qu'elle ait aussi vocation à se brancher sur le programme lunaire. En apportant, l'idée, c'est que quand vous faites partie d'une coopération, soit vous êtes un partenaire passif, et là, vous la subissez complètement, c'est-à-dire que vous n'apportez rien, et là, vous êtes vraiment pas du tout en contrôle du rythme, de ce qu'on vous demande de faire, etc. Et ça, c'est difficile à gérer. Soit vous apportez quelque chose qui est à vous, qui est une contribution, qui n'est peut-être pas prévue dans le programme initial, mais où vous avez un statut un peu différent, parce que là, vous apportez quelque chose, donc politiquement, vous avez un statut différent. C'est un peu le pari que fait l'Europe aujourd'hui avec ces programmes-là, sachant que sur le programme lunaire, on n'a pas, aujourd'hui en Europe, de véritable programme habité. On envoie des astronautes sur des fusées qui ne sont pas les nôtres, dans des vaisseaux qui ne sont pas les nôtres, sur des stations qui ne sont pas la nôtre. Alors même si, pour le coup, la station internationale, elle est un peu européenne. Mais on n'a jamais eu l'intérêt d'envoyer des astronautes par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans ce contexte-là,
Et dans la mesure où on commence à signer des accords, notamment avec le programme Artemis américain, on se dit qu'il faut là avoir un minimum de, comment dire, d'éléments susceptibles de créer un dialogue. Et donc, ça veut dire peut-être, le cas échéant, avoir un lanceur qui finisse par être un lanceur capable de lancer des astronautes par nous-mêmes. Donc ça, c'est en discussion aujourd'hui. Évidemment, ça implique des dépenses, ça implique... il y a des conséquences industrielles, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique un peu centrifuge, hein, ça ne vous aura pas échappé, en Europe, plutôt qu'une logique d'entraide, quoi. Donc c'est un peu compliqué, et notamment sur les lanceurs. Et puis au niveau militaire, le militaire, je vous disais, lui, il voit aussi cette vision logistique et tout ce qui se développe dans les deux domaines comme quelque chose qui est potentiellement bénéfique pour lui, parce qu'il pourra en profiter. Lui, il veut bouger, il veut de la manœuvre, il veut de la capacité d'emport, etc. Et c'est son objectif de résistance, de résilience. Vous parlez à un militaire aujourd'hui d'espace, les premiers mots qui lui viennent en tête, c'est résistance, résilience, être capable de résister à d'éventuelles attaques, puisqu'on voit ça se développer, et puis une capacité à être omniprésent, donc à être dilué un peu partout. Donc évidemment, tous les programmes qui vont soutenir ces architectures-là sont des programmes d'importance pour les militaires aussi. Donc il y a si vous voulez, il y a un alignement de planètes, si j'ose dire, une convergence d'intérêts entre ces grandes communautés-là d'utilisateurs. Ça, c'est important parce que c'est là où l'argent public, du coup, quand vous avez ces alignements-là, c'est là où effectivement il y a de l'argent public et du coup, où il y a de l'argent privé qui vient se brancher dessus. Deuxième point commun, pour moi, c'est les enjeux qui sont liés à l'industrialisation et à la standardisation. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où vous faites converger tous ces domaines-là, toutes ces communautés-là, tous ces pays-là, il y a inévitablement des projets de standardisation au niveau mondial, etc., avec derrière, évidemment, des effets de concurrence industrielle et des effets économiques. Et donc, aujourd'hui, on peut penser qu'on va vers une forme de bataille des normes. Et ça, la norme, ça va très bien aux pays, notamment aux États-Unis. C'est quelque chose qui est conçu, en Europe aussi. Hein, l'Union européenne, finalement, c'est un peu une usine à normes. C'est pas du droit, c'est de la normalisation. C'est-à-dire que vous allez, en tant qu'industriel, à un moment, si vous voulez développer une activité dans un domaine donné, vous allez vous astreindre à suivre les normes qui sont les normes de ce domaine-là. Et évidemment, l'enjeu, il est de fixer la norme. Parce que vous allez avoir, quand vous jouez un jeu, le mieux, c'est d'écrire les règles, parce que vous allez les écrire un peu pour vous, quoi. Sachant que l'espace, ça donne un modus quand même totalement évident et immédiat aux pays qui sont technologiquement très avancés, qui sont financièrement, qui ont les reins solides et qui sont politiquement normatifs, influents, si vous voulez. Donc l'espace, c'est pour ça que c'est un jeu que tout le monde veut jouer, et en particulier certains, et notamment les États-Unis, parce qu'évidemment, ils sont vraiment dans leur genre de beauté, là. Et ça, c'est très compliqué. Alors, je donne un exemple. Vous savez qu'on va avoir beaucoup de satellites en orbite. Il va falloir créer des sortes de codes de conduite, finalement, pour être sûr que tout ça coexiste bien. Alors, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon international, le STM, Space Traffic Management, donc la gestion du trafic spatial en français. Et donc, ça veut dire se donner des règles, par exemple, pour faire de l'anticollision, par exemple. Qui doit prévenir qui si deux satellites présentent une probabilité forte d'entrer en collision, qui doit bouger, qui ne doit pas bouger, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent se décider collectivement. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce que vous avez une hétérogénéité entre les acteurs. Entre d'un côté, aujourd'hui, il y a 10 000 satellites actifs dans le monde, en orbite, actifs. Sur ces 10 000 satellites actifs, il y en a près de 7 000 qui appartiennent à Musk. Il a plus de satellites que la plupart des États dans le monde, y compris les États-Unis. Quand vous êtes un acteur qui prétend avoir une petite constellation de télécommunications et que vous allez vouloir coexister sur des orbites similaires ou devoir, vous allez à un moment être en contact avec certaines orbites, etc., vous allez devoir parler à des gens comme ça. Et on peut imaginer, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qu'à l'avenir, quelqu'un qui a 7000 satellites actifs, qui voit venir quelqu'un avec 12 satellites, lui dit, tu sais, le mieux, c'est que tu me les confies, en fait. Parce que moi, je saurais faire. Mais parce que, en fait, tu es l'élément de perturbation dans le système aujourd'hui. Or, il se trouve que dans le spatial aujourd'hui, rien n'empêche quelqu'un de mettre 12 000, et comme Musk, à terme, 42 000 satellites en orbite. Les Chinois, aujourd'hui, ont
3 projets de 12 000 satellites. Bezos, le concurrent, le meilleur ennemi de Musk, lui a un projet de 3800 satellites. Ça va faire beaucoup de monde en orbite. D'ailleurs, non seulement pour les coexistences physiques, mais pour les interférences, radiofréquences. Comment tout ça va coexister? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des systèmes qui vont se brouiller les uns les autres? Ça devient de plus en plus compliqué. Donc on voit bien qu'il faut aller vers une règle collective internationale, mais ça c'est compliqué. Et en fait, qu'est-ce qui va faire cette règle? Eh bien en fait, c'est la présence industrielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en orbite, il y a un certain nombre de performances qui seront démontrées, etc., ça va devenir un petit peu le droit coutumier, si vous voulez. Alors ça, c'est très anglo-saxon. C'est pas tout à fait comme ça que nous, on voit le droit. Le droit, c'est fait pour encadrer aussi. Mais on peut avoir des... Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc en Léo, c'est le contrôle et la coordination du trafic orbital, ça on le voit bien. Normalisation des opérations de rapprochement, donc on voit que là, il y a des discussions. Alors pareil, ça se passe par exemple dans les organisations de standardisation internationale, l'ISO par exemple, entre industriels qui essayent de voir quels sont les seuils technologiques qu'il faut mettre en évidence et tout ça. La gestion collective des interférences. Du point de vue de l'exploration, on voit déjà s'exprimer ça. Alors vous savez pas, je ne sais pas, mais donc il y a un programme Artemis aux États-Unis, qui est ce programme de retour sur la Lune. Et en parallèle de ce programme, il y a ce qu'on appelle les accords Artemis. Donc les accords Artemis, aujourd'hui, c'est signé par 47 pays, dont nous, qui sont un peu un règlement de copropriété, en fait. Et l'idée de ces accords, c'est de dire, écoutez, si on retourne sur la Lune tous, on va faire des trucs sur la Lune, chacun de son côté. Donc il faut qu'on se mette d'accord. On aura des emprises. Et les uns et les autres, on ne pourra pas débarquer comme ça dans l'emprise de l'autre, etc. Donc il faudra peut-être se prénotifier nos visites. Et puis, il faudra faire des systèmes qui soient interopérables. Donc, l'interopérabilité, ça, c'est un vieux serpent de mer dans l'industrie spatiale, dans l'industrie des télécoms. C'est faire des systèmes qui puissent se parler, qui soient sur les mêmes standards, etc. Alors, il y a deux... alors, les zones dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les safety zones, ce sont les zones de sûreté. Ça pose un petit problème au regard du droit. Alors, les Américains ne sont pas d'accord là-dessus, parce qu'il y a un principe de non-appropriation dans le traité de 67. On ne peut pas s'approprier de zones sur la Lune, en orbite, sur un corps céleste quel qu'il soit. Or, quand vous faites une safety zone, en disant si vous venez me visiter, il faut que vous prénotifiez votre visite, enfin voilà, en fait, vous faites un petit territoire, finalement. Vous territorialisez. Alors, c'est un peu de la même façon que les satellites. Les satellites, on commence à dire on va avoir des sentinelles, nous-mêmes, en France, autour de nos satellites géostationnaires. Il y a le programme IODA, par exemple. On va avoir des sentinelles. Et quand on va voir un satellite s'approcher de manière hostile, mais comment on définit ce qui est hostile de ce qui n'est pas hostile? C'est très compliqué aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'on va vers ça. Et on voit bien que du côté des pays qui ont beaucoup d'activités dans ce domaine, il y a l'idée que le droit va se faire en marchant, quoi. Ils appellent ça du droit coutumier. Voilà, on est dans une vision utilitariste des choses. On n'est pas dans le droit romain, dans le spatial. Et évidemment, le problème qui se pose pour nous, c'est que ce droit coutumier, en fait, il porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on crée une activité, on crée une manière de la gérer, et cette manière de la gérer devient du droit. C'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est-à-dire qu'en fait... vous n'êtes pas un acteur, donc vous n'avez pas vous ne pouvez pas descendre dans les détails de ce que c'est. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit une divergence quand même. Alors, c'est quelque chose qu'on doit gérer, qu'on doit même remettre dans le contexte juridique international, parce que ce n'est pas nécessairement comme ça que les choses devraient se faire. Mais en tout cas, ça, c'est des divergences de point de vue qui sont fortes. Et l'exploration de la Lune, pour le coup, ça porte beaucoup ça. Et puis, d'un point de vue militaire, les militaires, par rapport à ces normes, à la manière dont on va gérer collectivement les moyens spatiaux et tout ça, eux, ils veulent avoir une certaine forme de liberté d'action dans l'espace, et ils dépendent de plus en plus des architectures civiles, en fait, commerciales, qui, elles, vont être soumises à ces normes. Donc, c'est pour eux compliqué aussi de... Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point commun à tous ces domaines-là. Et puis, troisième point commun, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les enjeux politiques et légaux sur les 3 domaines qui sont un peu transverses aussi. Il y a des problèmes de gestion collective des orbites, il y a le problème des monopoles privés aujourd'hui, comment les acteurs privés,
finalement, font le droit aujourd'hui dans l'espace. Ça, c'est un problème, c'est un enjeu politique qui est vraiment débattu en ce moment. On n'assiste pas véritablement à une privatisation de l'espace. L'essentiel de l'argent qui circule, ça reste de l'argent public, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui oriente un peu différemment les choses. Au niveau de l'exploration, je vous ai parlé des safety zones, donc il y a ces questions territoriales qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait ? Est-ce que ça correspond à l'espace comme bien commun ? Aujourd'hui, on s'en éloigne. Alors on s'en éloigne parce qu'il y a tout un narratif, comme on dit aujourd'hui, ou un récit sur l'exploitation des ressources extraterrestres. Alors il y a cette idée qu'on va envoyer des industriels qui vont miner de l'hélium-3, des minéraux, etc., etc., voire qui vont extraire l'eau de la Lune pour faire partir des fusées qui iront sur Mars. C'est-à-dire, bon, d'un point de vue business model économique, on n'y est pas du tout, d'abord d'un point de vue même... mais ça alimente un récit. Et ça alimente, ça justifie, ça légitime certaines orientations dans les discussions internationales en ce moment. Et ça, c'est pas simple. Et les militaires, la question de la sécurité collective dans l'espace, c'est un truc important. Mais le problème, c'est, et on le sait, dans l'espace, il faudra qu'on aille vers un certain degré de transparence. Comment doit-on finalement se comporter les uns avec les autres de manière suffisamment transparente pour qu'on évite les malentendus, les événements susceptibles d'escalade incontrôlée, etc. etc. Ça reste en suspens. C'est-à-dire que quand vous êtes militaire, vous voulez partager, vous voulez une plateforme où vous allez échanger, mais vous voulez aussi vous assurer que vous n'en dites pas trop sur ce que vous voulez faire et vous ne voulez pas vous lier les mains. Donc il y a tout un tas on voit bien, de réticence finalement à jouer un peu le jeu de cet espace bien commun, quoi. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc il y a plein d'expérimentations en ce moment dans l'espace, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient russes, pas mal, un peu américaines aussi, ça, ils le font, mais depuis plus longtemps. En Europe, on n'a pas ça. On va faire ces petites manips tout à tisse, on va faire Yoda. La France en particulier, c'est pas l'Europe, c'est la France qui fait ça. Mais il y a très peu de pays qui font ça encore. Mais il y a eu des tests anti-satellites, enfin, etc., etc. Donc on voit bien qu'on va vers une espèce d'affirmation de puissance, quoi, dans l'espace qu'on n'avait pas connu jusque-là. L'espace, ça restait un truc à part, compliqué, froid, hostile, et qui servait techniquement, voilà, mais qui prenait pas un peu cette tournure-là. Alors les évolutions de tout ça, elles sont visibles. Je vous ai mis quelques chiffres là qui viennent d'un cabinet américain. En bleu, c'est 2015, en rouge, c'est 2022. Et vous voyez bien que aujourd'hui, il y a vraiment il y a une planète un peu américaine en termes de nombre de lancements. Vous savez que Musk là, vient de lancer pour cette année 2024, doit être son 105e ou son 106e lanceur. Il arrivera peut-être à 100, 130 ou 140 à la fin de l'année, ce qui est plus que n'importe quel pays pendant les années les plus actives de la guerre froide. Les Soviétiques lançaient beaucoup aussi. Là, il va sans doute lancer plus que les Soviétiques n'ont jamais lancé, y compris dans les années les plus denses de la guerre froide. La Chine aussi, la Chine lance beaucoup, commence à beaucoup lancer. Elle doit en être à peu près à son 60e tir là en ce moment, sur l'année 2024. Alors ça, alors les Américains, c'est vraiment surgonflé, quoi. La Chine, c'est vraiment en train de se consolider très fortement et lancer. La Chine va peut-être avoir lancé 70 fois cette année, etc. C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Aucun pays ne lançait 70 fois. Mais ce qui n'existait pas non plus, c'est qu'un acteur privé lance 150 fois par an et lance tous les 2 jours et demi, quoi. Ça n'existait pas non plus, quoi. Et alors, en nombre de satellites, là, ce que vous avez en haut à droite, c'est le nombre de satellites lancés par pays. Là, c'est pareil. Alors là, la planète américaine, il y a la planète américaine et il y a le reste du monde, quoi. Et ça, c'est Starlink. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. Alors, les Chinois sont en train d'embrayer sur G60, qui est leur constellation Starlink un peu à eux. Mais vous voyez bien là qu'on a un espace qui s'est... Alors, les États-Unis ont toujours été l'acteur dominant, si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on a une grosse domination, alors même que la Chine a vraiment grimpé, a vraiment beaucoup étoffé ses activités spatiales. Mais néanmoins, on est aujourd'hui aux États-Unis par an. On dépense à peu près 60 milliards de dollars dans l'espace. C'est plus que le budget du ministère de la Défense français sur 5 ans, quoi. C'est que le spatial, civil et militaire. Donc il y a une espèce de suractivité spatiale avec
une présence physique quoi, dans l'espace qui fait que c'est un acteur vraiment particulier. Et la Chine, en revanche, est en train effectivement d'aller, non pas dans ce sens-là, mais effectivement de vouloir cocher ces cases-là aussi. Or, très rapidement, c'est surtout des petits satellites dont il est question. Hein. Voilà. Alors, les petits satellites, c'est tout ce qui est en dessous de 500 kg à peu près. Alors, le truc marrant, c'est que les premiers satellites de Musk faisaient 250 kg. Là, ils passent à d'autres générations qui vont faire 800 kg, puis 1,2 tonne. C'est-à-dire que on va plus parler de petits satellites, on va parler de gros satellites, relativement gros, pas très gros, mais relativement gros, qui vont être lancés par le Starship, qui est cette fameuse grosse fusée. En fait, l'idée, c'est de lancer les 60 qu'on faisait par la Falcon 9, en multipliant leur poids par 2, en les lançant par 60 aussi sur la Starship, quoi. Donc là, on a une forme d'industrialisation du spatial qu'on n'a jamais connue. Et donc la banalisation, elle se renforce, si vous voulez. On n'est plus dans le même spatial qu'avant, quoi. Donc c'est surtout des télécoms qu'on lance, de l'observation de la Terre. Donc en Chine, par exemple, on est à 130 satellites d'observation de la Terre aujourd'hui, qui sont des satellites qui sont métriques ou moins que métriques. Il y a beaucoup de monde là-haut. En Europe, on n'est pas du tout dans ces niveaux-là. Ni en termes de lancement, on a eu notre accident Ariane 6, on va dire, enfin accident industriel, un petit peu complication industrielle avec Ariane 6, qui fait qu'on n'aura lancé qu'une fois cette année, enfin on a lancé 2 fois avec une Vega C, mais au max, avec Ariane 6, on lancera 10 fois par an. 10 fois par an, c'est bien, c'est un beau rythme. Et ça permet d'entretenir le pas de tir, les équipes, les compétences, tout ça. Pendant ce temps-là, il lance 150 fois. Juste un industriel. La NASA pense que juste de Kennedy, des pas de tir de Floride, dans 5 ans, on lancera plus de 225 fois. Juste de Floride. Je ne compte pas les pas de tir californiens et autres. Donc là, on est dans autre chose. On ne sait pas exactement dans quoi, mais on est dans autre chose. Donc SpaceX, c'est l'acteur dominant. OneWeb, ça c'est intéressant, c'est l'acteur européen de constellation de satellites, avec 650 satellites, qui sont placés à 1200 km, donc beaucoup plus haut que les Starlink, qui n'ont pas exactement le même rôle, ni le même impact technique, mais qui deviennent aujourd'hui, auraient pu être la constellation européenne. Il se trouve que par des complications de Brexit, etc., les Britanniques ont racheté OneWeb. Et donc, la commission, elle, a lancé son projet en parallèle qui était Iris-Carré. Aujourd'hui, OneWeb est essentiellement détenu par Eutelsat, qui est l'opérateur européen basé en France de télécommunications. Et donc, on voit bien qu'on a quand même la volonté d'exister, quoi. Mais c'est très compliqué. Et puis, il va y avoir les grosses constellations chinoises qui vont arriver. Donc, SpaceX, aujourd'hui, la licence, c'est pour à peu près 8000 satellites. Ils cherchent après à avoir une licence pour 12 000 et une licence pour 42 000 à terme. 42 000 satellites pour faire du temps réel partout sur la Terre, tout le temps, à haut débit. Donc ça, c'est son truc. Le truc, c'est de savoir si ça correspond à un vrai marché, parce que ça reste quand même un petit peu compliqué. Je sais que j'ai un collègue qui a fait hier un exposé sur les problèmes d'économie dans l'espace, l'économie spatiale. Entre ce qui est promis par les industriels, les plans, etc., et la réalité des choses, il y a une grosse différence, en fait. Et en particulier, là où vous avez les marchés de télécom les plus juteux, c'est là où les réseaux sont les plus denses. C'est super de vouloir vendre sur l'océan et dans des pays peu peuplés, mais en fait, vous n'allez pas avoir beaucoup de revenus, là. Donc, en fait, il y a cette idée que Starlink, en fait, ça devient aujourd'hui une espèce d'architecture multifonction, multi-utilisateur, civil et militaire, etc., etc. Vous avez vu le rôle de Starlink en Ukraine, par exemple. Et on voit bien que donc... Et ça correspond vraiment à la mentalité américaine d'infrastructure. C'est un peu agnostique, si vous voulez. On est un peu dans de l'agnosticisme. Voilà. Donc, émergence du New Space sur tout ça, en fait, c'est un peu la suite. Je vais passer très vite, mais c'est la suite un petit peu de ce que j'ai dit, de ce push des années 90, de ce rapprochement du secteur de l'information et du spatial. C'est très américain. Donc aujourd'hui, on a du mal à se positionner par rapport à ça. Parce qu'en fait, les débouchés commerciaux, c'est pas si évident que ça. Et les investissements privés vont là où il y a beaucoup d'investissements publics. Alors aux États-Unis, et notamment au Pentagone, il y a énormément d'investissements sur ces infrastructures parce que le projet militaire américain, c'est un projet d'omniprésence, d'omniscience, d'omnipotence, etc. Donc il y a une espèce d'échelle comme ça qui fait qu'il y a une masse critique d'investissement qui va dans ces architectures-là. Ce n'est pas le cas en Europe.
En Europe, on n'a pas ni cette ambition, ni ces moyens, ni cette culture, j'allais dire, ni cette vision politique des choses, etc. Donc, du coup, moins d'investissement public en Europe sur ces trucs-là, donc moins d'investissement privé. Parce que l'argent privé va vraiment là où il y a l'argent public. Voilà. Donc, on est en train de... Voilà, il faut trouver notre récit à nous. Pourquoi on fait ça ? C'est pas que du militaire, c'est... Voilà. Et puis, on n'a pas les GAFAM, quoi. J'y reviendrai, mais c'est un secteur qui porte aussi tout ça à bout de bras. Nous, on n'a pas ça. Donc, la jonction du secteur spatial et du secteur de l'information, ça amplifie la dualité, hein, cette notion d'infrastructure un petit peu indistincte. Donc, c'est une dynamique qui reste essentiellement américaine, je vous l'ai dit. Alors là, c'est des vieux chiffres, mais vous aviez quand même, en 2021, 15 milliards de dollars d'investissements privés qui sont arrivés sur ces petites boîtes du New Space. 15 milliards de dollars, c'est en gros le budget d'une agence spatiale, quoi. L'agence spatiale, le CNES en France, c'est 2 milliards d'euros par an. Donc là, on a des effets de masse en ce moment qui se passent. On est dans d'autres ordres de grandeur. Là où on pensait 10, il faut penser 100. Là où on pensait 100, il faut penser 1000. Que ce soit en nombre, que ce soit en milliards de dollars, que ce soit en tout ce que vous voulez. C'est un peu fou, ce qui arrive. C'est un peu fou. Donc, à terme, là, on voit que se mettent en place des projets de satellites de télécommunications aujourd'hui. Et quand on regarde ce qu'on appelle les filings, donc les dossiers qui sont déposés à l'Union internationale des télécoms à Genève, qui est un organisme des Nations Unies où vous devez enregistrer votre projet quand vous avez un projet de satellite de télécommunications, pour faire en sorte que ce projet n'interfère pas avec des projets existants, etc. Si vous prenez tout ça, alors les chiffres varient, mais au maximum, on aurait en 2030-2035 100 000 satellites en orbite fonctionnels, en état de fonctionner. Je ne parle pas de débris, je ne parle pas de tout ça. Ça, on ne sait pas comment ça peut marcher, comment ça peut coexister. Enfin, il va falloir des règles. Donc tout ça, vous voyez, on est un petit peu... La technologie, la court devant le droit, quoi. Et devant l'accord politique. Donc les systèmes spatiaux comme simple infrastructure, oui, ça c'est clair. Le lien entre espace et système d'information mondial, système mondial d'information, c'est encore renforcé. Aujourd'hui, l'espace, c'est juste un réseau parmi d'autres. Vu de l'industrie américaine, vu de ce push-là. C'est un réseau qui doit s'interconnecter avec d'autres réseaux, qui doit être parfaitement transparent et qui doit être le plus low cost possible. Donc on n'est plus du tout dans la culture de réaliser des objets d'art très coûteux, mais qui soient de l'artisanat d'art, etc. On est dans la logique de réaliser des trucs low cost, à la chaîne, et on envoie. Ça tombe en panne, on corrige. On n'est plus du tout... La culture spatiale de l'industrie spatiale est en train de changer, et l'industrie spatiale elle-même est en train de muter. C'est bien ça le problème. Là où on faisait des satellites géostationnaires qui étaient très coûteux, certes, mais qui étaient des trucs très très fiables, et qu'on bichonnait pendant des années avant de les lancer, ça, on n'est plus tout à fait là-dedans. Il faudra toujours des très beaux objets pour faire des trucs très très précis, comme le James Webb Telescope, comme certains sujets militaires, etc. Mais l'essentiel de l'activité, elle bascule vers ça. Et là, ça, c'est un sujet un peu nouveau. Un peu de la même manière que le lancement, aujourd'hui, vous pouvez difficilement parler de lancement sans parler de réutilisation. Un lanceur qui, aujourd'hui, se lance et est jeté, c'est vu comme quelque chose qui ne pourra plus tenir la route. Alors même que vous n'êtes pas sûr de savoir pourquoi vous feriez du réutilisable, parce que le réutilisable, ça n'a d'intérêt que si vous lancez beaucoup. Si vous ne lancez pas beaucoup, ça n'a pas d'intérêt de faire du réutilisable. Et donc, parce que le gain marginal, vous allez le faire sur le nombre, sur ça. Et Musk, il tire tous les 2 jours et demi, c'est aussi parce qu'il a des contraintes. Quand il dépose ses dossiers à l'UIT, quand vous déposez un dossier à l'UIT, vous avez des contraintes et que vous êtes accepté, on vous dit, eh bien voilà, votre projet, vous avez 7 ans pour le mettre en place. Dans les 2 prochaines années, il faut que 30% de la constellation soit fonctionnelle. Dans la 5e année, il faut que 30% soit... Donc il faut lancer. Et quand vous déposez un dossier pour 8000, il faut y aller. Il ne faut pas traîner, quoi. Donc on est dans une espèce de vision comme ça. Nous, on ne fait pas ça, quoi. Alors, notre vision d'Européens, c'est de dire ce qu'on veut juste, nous, c'est un accès à l'espace qui soit garanti. On ne veut plus lancer Galiléo sur SpaceX. Voilà, il faut être clair. Ça vous a coûté très cher. Et en termes de souveraineté, c'est pas super. Et on veut pouvoir avoir, depuis l'espace, les informations qui nous sont importantes. Après, gagner de l'argent avec l'espace, on voit bien qu'on n'est pas là-dedans. Et est-ce qu'on a besoin de l'aide ? Ça nécessite vraiment un débat public aujourd'hui qui n'existe pas trop. Chacun, il va un petit peu de sa vision, etc., que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen. Moi,
Je plaide pour qu'il y ait un vrai débat sur ces questions-là. Et donc, juste, et je vais très vite. Après, ça, c'est par exemple, vous avez deux images là, c'est le Pentagone qui dit, en fait, maintenant, l'espace, c'est des couches, ils appellent ça des layers en anglais, donc des couches. Et on va en fait faire travailler des couches ensemble, il y a des couches qui vont observer, des couches qui vont télécommuniquer, des trucs reliés par communication laser, etc. Et donc, on est dans une espèce d'automatisation un petit peu de l'orbite basse. Et ça matche parfaitement avec les projets de Musk, ceux de Bezos, etc. On est dans une espèce de synergie, si vous voulez, un petit peu aux États-Unis. Alors ça, nous, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout cette vision-là. Enfin, je veux dire, ça ne correspond pas à un projet politique au niveau européen qui irait dans ce sens-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire d'espace, mais on veut faire un espace un peu différent. Donc, les nouvelles orientations des politiques spatiales aujourd'hui, après ce petit tour d'horizon 2024, là, c'est avoir des infrastructures qui soient indistinctes, donc multi-orbites, multifonctions, multi-utilisateurs. De plus en plus, les militaires vont utiliser des trucs un petit peu en fonction des missions qu'ils veulent remplir, mais ils veulent être clients de tout, etc. Les civils, pareil, les commerciaux, pareil. Il y a un objectif de résilience, il faut que tout ça marche tout le temps, et que quand il y a un problème, ça remonte très vite. Donc ça veut dire il y a un objectif gouvernemental de résilience, et ça devient un modèle industriel. Et ça, c'est vraiment la connexion qui s'est faite aux États-Unis. Et puis, il faut une redéfinition du coup des rapports entre acteurs publics et acteurs privés, si vous voulez. Et là, on voit bien, il n'y a pas de privatisation de l'espace, mais l'argent public s'organise différemment. Et ça, c'est ça qui justifie le lancement de projets massifs, les constellations, la logistique spatiale, toutes ces choses-là. Alors, le petit point plus récent qu'on peut faire, c'est que cette vision-là que je donne, si vous voulez, il se trouve qu'elle est un peu accentuée par les événements de ces derniers jours. Quand vous voyez le lien Trump-Musk, évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, semble-t-il, c'est que Musk a un peu cette idée de mettre des gens à lui un peu partout dans l'administration. Aujourd'hui, il voit un certain nombre de blocages autour de ces grands projets, autour de Starlink, autour de Starship, que ce soit Starlink, c'est la FCC, la Federal Communication Commission, qui est vraiment celle qui va donner l'autorisation de développer un système de télécommunication. Et la FCC aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années, l'a empêché sur la base de performances qui étaient insuffisantes, de distribuer, de participer à un appel d'offres public sur la réduction de la fracture numérique aux États-Unis. Et Musk est très, très en colère contre ça. Il avait d'abord gagné le droit de le faire. Il a eu 887 millions sur 10 ans pour équiper les maisons, etc., etc. Et en fait, les performances de ces satellites se sont avérées insuffisantes. En réalité, il a remonté ses satellites en altitude, etc. Il a perdu de la latence. Et donc, l'administration concernée américaine lui a dit tu ne réponds plus aux critères qu'on t'a mis dans l'appel d'offres, donc tu dégages, tu n'auras pas tes 887 millions à ce stade. Et donc, ça, c'est une décision de 2022, l'appel d'offres datant lui-même de 2016. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques jours, Musk a remis ça sur le tapis en disant les gens là qui me disent que je ne suis pas au niveau, là, je pense qu'on va les changer, quoi. Et là, on a vu avec Trump, la FAA, c'est pareil, la FAA met du temps parfois à renouveler la licence de Starship quand il balance des cailloux partout, etc. Bon, il va falloir mettre des gars qui sont un peu plus rapides. Donc, j'ai le sentiment, je ne sais pas, on ne va pas lui faire un procès d'intention à ce pauvre homme. Je ne devrais pas dire pauvre homme, en fait. Mais on voit bien que là, ça va être un peu sportif, quand même. Je pense qu'il y a et il a vraiment, vous savez qu'il a cette idée, Trump a cette idée de le mettre à la tête d'une commission d'audit de l'administration. Alors, bon, ça va être... Et en plus, mais je pense qu'en plus, il y a l'idée, semble-t-il, d'après ce qu'on entend dans la presse américaine, qui veut placer des gens de SpaceX dans l'administration. On n'est plus au niveau du conflit d'intérêts, là, si c'est vraiment le cas. C'est carrément... là, il n'y a pas de problème. Donc, en résumé, puis je terminerai là-dessus. Si aujourd'hui, quand on voit... qu'est-ce que c'est qu'une politique spatiale aujourd'hui, finalement, façon 2024 4.0, là ? Il y a 3 composantes. Il faut une industrie spatiale qui soit fiable et performante pour l'accès à l'utilisation de l'espace. Donc, il faut des lanceurs optimisés, la fibre, des filières satellites diversifiées, etc. Ça, aux États-Unis, ils savent faire. En Chine, ils savent faire. En France, on sait faire aussi, même si on a eu ce problème Ariane 6, etc. Mais il faut aussi, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième secteur industriel qui valorise la filière spatiale. Et ça, c'est les technologies de l'information, c'est les GAFAM, c'est tous ces gens-là qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Alors ça, aux États-Unis, ils ont. En Chine, ils ont.
Et ces projets de constellation de 12 000 sats, c'est pas par hasard que ça existe. En Europe, on n'a pas. Donc là, il faut qu'on soit créatif sur de quoi aurait-on besoin pour dynamiser la filière spatiale. Mais ça suffit pas. Il faut aussi un secteur gouvernemental qui ait les reins solides et qui ait des projets, si vous voulez, qui soit capable d'investir dans des programmes qui amorcent et qui accompagnent ces partenariats industriels. Par exemple, SpaceX et Microsoft Azure ont fait un partenariat pour que Microsoft Azure s'achète de la connectivité avec SpaceX et SpaceX s'achète de la clientèle de Microsoft Azure, deuxième acteur du cloud mondial. Et c'est pour ça que Bezos, lui, il internalise tout. Il est premier acteur du cloud mondial, 60 milliards de revenus par an, mais il veut aussi sa propre constellation. Et parce que là, il y a une concurrence frontale directe entre SpaceX, Azure, d'un côté, et Amazon de l'autre, Blue Origin. Et ça, c'est vraiment... Et on voit bien qu'ils sont exactement sur les mêmes créneaux. C'est vraiment ceux dont je parle, là. Et là, pour ça, eh bien, vous avez des gouvernements que ça intéresse beaucoup, notamment le gouvernement américain. En gros, ils mettent 10 milliards sur 10 ans pour amorcer la pompe, en espérant que sur ces 10 ans-là, il y a un biseau commercial qui se fasse pour que ces entreprises se créent leur propre clientèle et qu'après, eux, ils aient marge, ils soient là en tant que clients pour acheter des capacités. Donc aujourd'hui, on en est là, si vous voulez. Et donc, ça se passe comme ça aux États-Unis. Ça se passe peut-être comme ça en Chine, aux caractéristiques chinoises. La question, c'est nous, par rapport à ça, comment on s'oriente, quoi. Donc aujourd'hui, les uns et les autres, dans les agences, dans les industries, etc., regardent ça, regardent le basculement du géo vers le léo et s'interrogent. Parce que tous les business models qui sont derrière, et je crois que Pierre Lyonnais, qui a fait la présentation hier sur l'économie du spatial, le dirait, rien n'est assuré. On n'est pas dans l'idée d'une bulle Internet, comme ça a pu être le cas au début des années 90 avec des projets de constellation de l'époque. Bill Gates avait des projets de constellation, par exemple, Télédécic. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé par rapport aux années 90. Il y a deux choses. La technologie a beaucoup changé. On sait faire des télécoms en orbite basse qu'on ne savait pas faire dans les années 90 aussi facilement. Et puis, et l'Internet surtout. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé par satellite. On regarde la télé sur le truc par Internet. Et ça change tout. Donc aujourd'hui, on a des marchés qui se terminent et d'autres qui naissent. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous donner un panorama. Je vous remercie.